On poursuit ce Lex Inside, on va parler du dictionnaire juridique de droit spatial The Spationary avec mon invité Lucien Rapp, consultant senior chez Watson, Fairley et Williams, qui a dirigé l'écriture de ce dictionnaire. Lucien Rapp, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de ce dictionnaire juridique du droit de l'espace qui contient 218 termes juridiques. Mais avant toute chose, pourquoi avoir choisi de faire un tel dictionnaire sur le droit de l'espace ? Eh bien parce qu'il n'en existait pas. Et les traités qui régissent le droit international de l'espace sont des textes dans lesquels il n'y a pas de définition. Les lois spatiales nationales qui se sont multipliées depuis le début du siècle, en revanche, ont des termes définis. De la même façon, dans les contrats que passent les opérateurs, il y a des termes définis. Et ce qui, à l'origine, pouvait constituer une solution, le fait d'avoir des textes sans définition et que l'on pouvait adapter au fil des circonstances, est devenu un véritable problème parce qu'on est en pleine cacophonie juridique. Et donc l'idée de ce dictionnaire, c'est de donner un certain nombre de références aux praticiens pour leur permettre d'avoir des repères et de pouvoir construire leurs contrats. Donc ce dictionnaire nous donne des références, permet de clarifier les concepts, mais au-delà de cet outil, qu'est-ce qu'il nous dit du droit international de l'espace ? Il nous dit trois choses qui sont importantes. La première, c'est que le droit international de l'espace est important, il est vivant et que les règles contraignantes qu'il contient sont importantes pour l'ensemble des opérateurs. Il nous dit ensuite que ce droit international de l'espace s'est adapté à la nouvelle économie du secteur spatial, aux préoccupations géopolitiques qui sont celles des derniers mois. Et il nous dit enfin que le droit international de l'espace est profondément ancré dans la pratique juridique internationale et que les opérateurs se sentent liés par ces dispositions. Alors, en parallèle de ce que vous venez de décrire, on observe à la fois un reniement des engagements internationaux et une montée des tensions. Est-ce que l'époque n'est pas marquée par l'usage de la force plutôt ? Il est vrai qu'au cours des derniers mois, on a eu le sentiment qu'il y avait davantage de rapports de force que de rapports de droit. Mais tout de même, ce qui est frappant, c'est que même quand on prétend utiliser la force, le rapport de force dans les relations internationales, on le fait par référence au texte juridique. Les Américains, par exemple, ont un important programme qui s'appelle le programme Artemis. Ce programme comporte un engagement international qu'ils demandent aux États partenaires de signer. Cet engagement international a pour prétention de modifier assez sensiblement l'état du droit. Et ce qui est frappant, c'est effectivement qu'ils ont inscrit cet engagement international dans les textes internationaux existants, aussi bien ceux relatifs à l'espace que le droit international public général. Donc, même quand on veut utiliser le rapport de force, on le fait par référence au droit. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais on voit une militarisation de l'espace. Est-ce que cette militarisation de l'espace, elle n'a pas pour effet d'effacer ce droit international de l'espace ? Alors, de manière prudente, les auteurs des traités internationaux ont souhaité contrôler l'utilisation à des fins militaires de l'espace, d'abord en mettant en place un principe de dénucléarisation. On ne peut pas utiliser l'énergie nucléaire et les armes nucléaires dans l'espace, et puis ensuite en faisant en sorte que les satellites militaires soient ou occupent une place un peu plus réduite que celle des satellites civils. Donc il y a quand même des garde-fous. Il y a des garde-fous. Cela étant, cette militarisation se fait aussi sur la base de textes juridiques et donc, même s'il y a militarisation de l'espace, nous avons les garde-fous, comme vous le disiez à l'instant, des textes internationaux. Alors on va s'interroger un peu sur la place de l'Europe dans ce contexte-là. Oui. Comment vous appréhendez justement, comment vous voyez, quel regard vous avez sur la place que l'Europe peut occuper dans ce droit international de l'espace ? Alors, l'Europe est une puissance spatiale en devenir. Les politiques spatiales étaient des politiques nationales. Et l'Europe a décidé, effectivement, maintenant, de prendre en main son destin. Nous allons avoir, nous l'espérons, à échéance moyenne, une loi spatiale européenne, ce qui est une très bonne nouvelle. L'Europe reste une zone de commerce intégrée par le droit, c'est même la première et la seule zone de commerce qui est à ce point intégrée, 450 millions de consommateurs, et le droit y occupe une place importante, et bien évidemment les règles du droit spatial. Nous avons une agence spatiale européenne qui vient de fêter ses 50 ans,
et l'Europe reste ou aspire à devenir un des pôles spatiaux les plus importants de la planète. Donc on voit que l'Europe a toute sa place dans cet environnement, mais Oui. quid de la France? La France occupe sa place de puissance spatiale historique. Elle a perdu son rôle de première ou de deuxième puissance mondiale, mais quand on regarde des événements aussi récents que le Salon du Bourget, où nous avions un Space Hub, quand on regarde le rôle de la loi spatiale française, elle a vocation à s'appliquer d'abord sur le territoire français, mais elle est surtout elle sert d'inspiration pour de nombreuses lois nationales. Donc nous sommes effectivement devant une situation qui est très originale sur le plan international. Et puis les grandes entreprises spatiales du monde sont aussi pour une large part des entreprises françaises, Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Ariane Espace. Nous allons avoir, nous l'espérons, un lanceur Ariane 6 de dernier cri, capable de tenir la concurrence avec SpaceX, l'américain. Alors, ce droit international de l'espace est élaboré en grande partie par les nations occidentales. Est-ce qu'il peut rallier des grandes puissances comme la Chine, la Russie, l'Inde, ou voire des pays émergents en Afrique ou au Moyen-Orient? Il les rallie. Il les rallie parce que l'espace ne peut exister que par la coordination, par la coopération internationale. Et pour ne prendre que cet exemple, tout ce qui touche aux fréquences, gérées par une organisation internationale qui est l'Union internationale des télécommunications, cette organisation tient tous les 4 ans une conférence mondiale de radiocommunication. Nous sommes en train de préparer la prochaine. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas une nation qui ne s'implique pas dans cette préparation, et toutes les nations sont très attentives à la coordination de leurs fréquences et de l'usage qu'elles font du spectre des fréquences. Alors, ces dernières années, on avait vu plein d'initiatives privées, d'Elon Musk, Jeff Oui. Bezos, Richard Branson. Oui. Alors, que pèse aujourd'hui le droit international de l'espace face à des personnalités comme Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Richard Branson? Alors, vous avez raison de parler de personnalité, parce que ce sont d'abord des entrepreneurs très créatifs, très dynamiques et capables de réaliser leurs rêves, ce qui est une première qualité. Ce qui est très notable, c'est le fait que ces entreprises soient devenues des entreprises équivalentes à des États. Elles sont souveraines et elles sont même entrées dans le bureau ovale de la Maison-Blanche à la faveur de l'élection de Donald Trump. Ces entreprises pèsent, mais ce qui frappe quand on les voit se déployer sur le plan international, c'est qu'elles le font avec des services juridiques qui sont construits, et quand on conseille en face d'elles des opérateurs nationaux, des opérateurs européens, on est frappé de constater qu'on parle du droit et on en parle avec beaucoup d'autorité de part et d'autre. Les services juridiques sont très étoffés. Il n'est pas question de sortir des règles classiques du droit international ou du droit des contrats. Donc ça veut dire que le droit international de l'espace a tout l'avenir devant lui? Je l'espère. En tous les cas, le dictionnaire auquel vous faisiez très aimablement référence est là pour y contribuer. Il y aura peut-être une deuxième édition? Il y aura des éditions régulières parce que, évidemment, le vocabulaire évolue comme le droit, et le vocabulaire n'est que la représentation verbale des règles qui constituent le droit international de l'espace. Bon, on va suivre tout ça de près. Merci Lucien Rapp de nous avoir présenté ce dictionnaire. Je rappelle que vous êtes consultant senior chez Watson, Farley et Williams. Et je suis professeur d'université aussi. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.